Haute-Savoie, un triple constat nous a fait prendre conscience de la nécessité du redéploiement des troupeaux ovins et caprins en montagne. Depuis de nombreuses années, on s'aperçoit d'une part d'un embroussaillement très fort de certaines zones. D'autre part, tout le monde est très conscient de l'intérêt des alpages au jour d'aujourd'hui en tant que refuge des animaux, assurance sécheresse pendant l'été, pendant certains étés, en tant qu'également élément très fort du patrimoine de la Haute-Savoie, en tant qu'également patrimoine écologique et cynégétique, et réservoir d'eau évidemment. Le troisième enjeu, c'est que depuis 25 ans, tout ce qu'on a pu développer en matière de technique, de débroussaillement mécanique, de débroussaillement chimique et d'écobuage même, ne sont pas révélés en elles-mêmes suffisantes pour faire face à ce triple constat du déclin des alpages. Il a été donc décidé, dans le cadre de la charte des alpages de Haute-Savoie, de ce redéploiement de troupeaux, dits troupeaux d'intérêt collectif, qui se portent à côté des éleveurs existants et en renforçant leur capacité à maintenir ce territoire d'altitude. Des expérimentations sont conduites sur le département, sur l'ensemble de la zone montagne du département. Elles portent sur cette mobilisation et la meilleure répartition de la force de tonte des animaux sur certains secteurs dégradés. Alors la méthode qui a été proposée par la Société d'économie alpestre repose sur la différenciation de deux zones d'action des troupeaux. D'une part, des zones de reconquête pastorale, ce sont essentiellement les parcs de nuit d'une surface d'environ 3000 m² qui sont déplacés tous les 2 jours en principe, en moyenne. Et puis les zones d'amélioration pastorale plus classiques qui correspondent aux espaces où le troupeau est conduit 2 jours par un berger permanent. La méthode présente au moins 5 points forts. Le premier point fort, c'est l'excellence des résultats zootechniques sur les troupeaux. En effet, la méthode n'est pas là pour mettre en difficulté un éleveur et son troupeau, et au contraire, elle est là pour prouver qu'à travers le pâturage dans les zones embroussaillées, il y a des complémentarités à trouver au pâturage habituel de l'herbe. Et puis c'est aussi l'efficacité du débroussaillement et de la reconquête amenée par les troupeaux qui a été un élément très nouveau pour nous. Tout se passe en fait comme si nous avions avec le troupeau et son berger une machine imaginaire qui est dotée d'une barre de coupe tout à fait extraordinaire à l'avant et d'un épandeur à l'arrière. Chose que nous n'avons jamais réussi à faire avec tous les essais de mécanique tentés depuis 20 ans déjà. On s'aperçoit que la consommation de la feuille peut apporter beaucoup dans la ration journalière du troupeau, notamment lorsque l'herbe est déjà un petit peu passée, comme on dit en montagne, et que l'appétence de l'aulne vert, par exemple, pour un troupeau ovin, ce qui n'était pas du tout évident et ce qui était un petit peu contesté par certaines voix, est tout à fait remarquable et tout à fait étonnant, puis-je dire, puisque à un moment de la journée, les animaux se jettent littéralement sur la feuille. Le troupeau amène un transfert tout à fait intéressant de la matière organique, c'est-à-dire qu'il va prélever dans la broussaille des matières fertilisantes qui sont ensuite restituées sur les parcs de nuit au moment où le troupeau chôme, comme l'on dit, et qui permettent une transformation tout à fait radicale de la végétation et une transformation très rapide de cette végétation, également sur le rhododendron, sur la lande à myrtille et bien sûr sur les ligneux. Le second point de l'efficacité de cette méthode repose sur le rapport coût-efficacité qui est intéressant. Nous pouvons mesurer les surfaces de récupération, puisqu'il s'agit de parcs de nuit, au mètre carré près, et en déduire l'efficacité économique de ce système et son coût par rapport à d'autres méthodes. Et ces méthodes, qui sont principalement des méthodes mécaniques, nous en connaissons depuis très longtemps, notamment dans les pentes,
le coût très élevé. Il n'est en effet pas rare de voir mise en œuvre des pelles dites araignées avec des broyeurs mécaniques en bout de bras qui travaillent à des coûts dépassant 2000 euros l'hectare, 2000 à 2500 euros l'hectare. Or là, nous sommes sur une végétation qui va de 1,20 m à 1,50 m. Nous sommes sur des coûts efficacité remarquables puisqu'ils ressortent à 800 à 1200 euros l'hectare. Ça fait 4 ans qu'on essaye de regagner un peu du territoire et que j'essaye tous les débuts de saison, c'est-à-dire au mois de juin, de les parquer pendant 15 jours sur des zones différentes et on essaye après de tronçonner toutes l'aulne vert qui gagne et pour essayer de prendre un peu de la surface sur la forêt avant que ça devienne trop en résineux, où après le travail de reconquête est quasi impossible. Alors que là, quand c'est encore de l'aulne vert, ce qu'on appelle des arcos ou des voroches, il y a encore quelque chose à faire et c'est aussi assez spectaculaire. En une saison, voire deux, l'herbe repousse complètement et l'aulne vert n'a aucune prise, ne reprend pas du tout, quoi. Et là, sur 4 ans, on a agrandi à peu près de 3 fois la surface initiale. Il faut ajouter à cela le travail intéressant du troupeau conduit la journée sur les zones d'amélioration pastorale. On compte un rapport de surface de 1 à 5 entre les zones dites de récupération pastorale, donc les parcs de nuit, et la zone de parcours de journée, zone parcourue par le troupeau, sur lequel le troupeau conduit à bien sûr une efficacité et un prélèvement de biomasse tout à fait intéressant qui s'ajoute au travail de reconquête des parcs de nuit. Sur l'intérêt technique également de la méthode, il faut bien souligner qu'elle peut être complétée par des travaux manuels ou même mécaniques qui facilitent la pénétration des animaux dans certains milieux particulièrement fermés. Donc c'est un petit peu la conjonction de techniques qui nous intéresse dans cette méthode. Le troisième point qui est important de souligner, c'est l'installation de bergers qualifiés et le nécessaire retour à la conduite très serrée des troupeaux. Ce qui était traditionnel en zone de montagne redevient une obligation puisqu'on a dans certains secteurs des zones complètement délaissées du fait de l'abandon de certaines pratiques. La présence humaine permanente en montagne, avec des bergers qualifiés, est aussi un point intéressant. Et il est évident que pour la protection et la défense des troupeaux contre les prédateurs de tout poil, cette présence est non seulement intéressante, mais absolument requise. Le patou, c'est le gros chien blanc qui reste H24 avec les brebis. Et mon petit chien de conduite, la virgule, c'est le chien avec lequel je peux guider mon troupeau, donc l'envoyer dans des zones où justement elles n'ont pas le droit d'aller. C'est avec mon chien de berger donc, que je dirige le troupeau. Et donc le chien, le patou, le chien de garde, c'est celui qui reste tout le temps avec le troupeau. Le patou, comme il surveille beaucoup le troupeau, il est souvent amené à être un peu à être contre les éléments étrangers, c'est-à-dire tout ce qui est tourisme. Donc forcément, moi, je suis en permanence en présence avec le troupeau tout au long de la journée. Et quand je ne suis pas avec le troupeau, il est clôturé dans un parc électrifié, quoi. Donc il permet comme ça avec le tourisme d'avoir une certaine harmonie dans la montagne, qui est beaucoup moins de conflits, quoi. Le quatrième point qu'il est intéressant de souligner, c'est l'instauration d'une démarche locale participative. On pourrait même la qualifier de patrimoniale et participative. C'est la réouverture d'un dialogue entre, par exemple, propriétaires et utilisateurs, et d'une véritable concertation entre les nombreux utilisateurs de l'espace montagnard d'aujourd'hui. Nous avons choisi d'aller dans cette dynamique-là, et moi je suis personnellement content que l'ensemble du monde de la montagne, de cette montagne, puisse m'apporter aussi ce projet, parce que si avec qu'un partenaire qui le porte, ça ne peut pas aller bien loin. Si on veut réussir, on doit toujours se rassembler. Les exploitants qui sont en place, les propriétaires privés, les propriétaires publics, les chasseurs, les forestiers, les collectivités locales qui sont gestionnaires de l'eau et du tourisme, et les gens des remontées mécaniques, sans oublier bien sûr les environnementalistes, c'est-à-dire toutes les personnes qui se préoccupent
de la diversité biologique sur ces espaces tout à fait intéressants que sont les alpages. Cette méthode participative se traduit par une contractualisation de circuits et de plans de pâturage définis pour le troupeau d'intérêt collectif pour une période donnée. Et ceci, bien sûr, en concertation avec l'éleveur, le berger et les autres éleveurs en place, puisque sur le même lieu, on va pouvoir avoir des pâturages alternatifs entre, par exemple, génisses et troupeaux ovins, caprins, etc., qui apportent une très grande variété d'occupations et de pâturage et qui sont très bons au niveau du contrôle de la végétation. Enfin, cinquième et dernier point, cette méthode de troupeau d'intérêt collectif est reproductible et adaptable au niveau de la zone de montagne du département. L'effet de démonstration et d'imitation entraîne un redéploiement des ovins et caprins en montagne qui peut être très favorable à la fois aux éleveurs locaux et aux éleveurs qui occupent traditionnellement l'espace montagnard, à savoir les éleveurs de bovins. À partir de l'expérience initiale que nous avons lancée en 2004 à Morzine, et qui concernait un troupeau d'intérêt collectif, nous en sommes en 2007 et maintenant 2008 à 8 ou 10 reproductions qui concernent tout à la fois des troupeaux locaux, d'éleveurs locaux, et des troupeaux qui viennent de l'extérieur du département. En 2007, par exemple, sur 9 sites, nous avions 6800 ovins et 650 caprins qui ont participé à 110 hectares de reconquête. Et ce sont 16 bergers salariés, dont 9 sur les sites suivis, qui ont été mis en œuvre, alors qu'en 2004, nous ne comptions que, en tout et pour tout, 5 bergers salariés en Haute-Savoie.